bienvenue au troisième webinaire mensuel de Mamo ou pas Mamo, donc qui est le titre de l'ouvrage de Cécile Bourg qui est sorti en août dernier. Et donc Cécile, donc je pense que la plupart des personnes la connaissent, maintenant ça devient des habitués. Donc Cécile qui est présidente de Cancer Rose. Et en fait, on a décidé, les membres de la Maison de la médecine et de la culture et puis l'association Cancer Rose, en fait, de nous réunir pour co-construire un enseignement citoyen interactif euh, autour de la décision partagée dans la mammographie de dépistage. Co-construire nos deux associations et puis le public qui participe. Et le public, ben, ça peut être aussi bien des patients, des citoyens, mais aussi des étudiants en santé ou des professionnels de santé. Et donc un petit rappel, oui, diapositive importante. Donc je signale en tant que médecin praticien que je n'ai pas de conflit d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique. Et donc un rappel des deux webinaires précédents, donc qui sont en ligne sur le site Cancer Rose, à la rubrique webinaire participatif. Donc on a fait une première séance sur la fausse alerte. Et là, on s'est servi on est parti de pages du roman graphique qui s'appelle Docteur G, donc de Luana Caselli et Luca Iaboli. Et finalement, on a vu avec ça qu'une mammographie positive, ben ça ne veut pas forcément dire un cancer du sein évolutif. Et puis on a fait une deuxième séance autour de l'histoire naturelle des cancers du sein. Et là aussi, on a vu qu'il existait des cancers à développement rapide, mais aussi des cancers à développement lent. À chaque fois, on est parti d'une œuvre d'art. Pour la deuxième séance, c'était une vidéo humoristique qu'a créée Cécile. On est aussi passé par les récits intimes. On est passé aussi par des ateliers d'écriture. On est passé aussi Dominique Gros qui est ici, qui a écrit le livre Raison et Sentiment. Et on vous a lu des passages de son livre concernant le chapitre Miracle et régression spontanée. Voilà. Aujourd'hui, on va passer par des caricatures et on va passer aussi par des récits à partir du film de Colline Tison. Voilà. Et donc approcher des données scientifiques à partir d'œuvres artistiques, à partir de récits intimes. Voilà, c'est ce qu'on essaye de faire ensemble. Et donc, Cécile, je te donne la parole. D'accord. C'est des diapositives, donc là on en a une, la première, donc elle a servi de base pour un petit dessin qui apparaît dans le livre, donc ça, voilà, est-ce que je les explique tout de suite là ou... Non, ça serait juste pour un peu ta démarche pour faire des caricatures peut-être. Ouais, alors oui, la démarche, c'est effectivement, ça illustre certains chapitres du livre ou certains articles que j'avais écrits, que j'ai illustrés. Et c'est des caricatures qui illustraient. Ça, c'était pour un article qui était dans Cortex, qui est un média en ligne. Ensuite, c'est des caricatures. Voilà, ça, c'était pour la brochure qu'on a éditée, la brochure longue. Et donc, souvent, c'est un concept particulier, ou les statistiques, ou le surdiagnostic, ou l'effet loterie du dépistage que j'essaye d'illustrer avec un dessin de préférence humoristique, mais même si ça ne fait pas rire, des fois, je me dis un dessin, comme on dit dans le dicton populaire, ça équivaut parfois à un long discours.
Et moi, je sais que pendant mes études, souvent, je faisais comme ça des dessins, des petits dessins comme ça, ou des schémas, et je trouvais que ça permettait de bien fixer les idées sur des choses qui sont importantes à mémoriser. Mais donc, on aura le temps de... Et ça, c'était pour illustrer un site web d'expression médicale que j'ai illustré pendant plusieurs années, qui était xmed.org. Voilà, je devais produire des petites caricatures comme ça. Et donc là, c'est des choses qui ont trait effectivement au dépistage, aux prescriptions, au monde médical. Et voilà, pour dérider un peu. Donc, je pense qu'on les expliquera après en groupe. Hein. Oui. Voilà. Alors, la définition du surdiagnostic, c'est simple, c'est le diagnostic d'un cancer, un vrai cancer, authentifié sous le microscope, qui n'aurait jamais affecté ni la vie, ni la santé de la femme de son vivant s'il était resté méconnu. Alors, en effet, c'est extrêmement contre-intuitif et même contre-culturel. Un diagnostic médical peut être une découverte inutile et même néfaste qui va léser la personne chez laquelle on a fait ce diagnostic. Diapo suivante. Alors, sa réalité, elle est épidémiologique et non clinique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le clinicien, la patiente, l'anatomopathologiste, le médecin qui va recevoir la patiente, le radiologue, ne peuvent pas dire à une personne qu'elle est en surdiagnostic. C'est-à-dire à l'échelle individuelle, pour Madame Dupont, on ne peut pas dire vous avez un surdiagnostic. C'est une donnée qui est perceptible en population, une donnée populationnelle que les épidémiologistes ont mis à jour lorsqu'ils ont comparé des populations qui sont soumises à des intensités de dépistage différentes. Et on se rend compte, avec les essais randomisés, donc les études randomisées comparatives et des études observationnelles, que les populations qui sont soumises à des intensités importantes de dépistage ont toujours un excédent de diagnostic de cancer par rapport à des populations non dépistées, et tout ça pour une survie ou des taux de mortalité qui sont identiques. Donc, chez les fortement dépistés, on a toujours plus de diagnostics. Et une autre donnée importante, ce sont les études d'autopsie. Et les études d'autopsie qui ont été faites alors, attends, diapo précédente encore. Les études d'autopsie qui ont été faites entre 84 et 87 ont montré qu'on trouve 4 fois plus de cancers, seulement les cancers invasifs, que les cas diagnostiqués dans la pratique sur une population vivante dans le même laps de temps. Ce qui veut dire que le réservoir des diagnostics de cancer, le réservoir des cancers est immense. Et plus on cherche, plus on trouve. Diapo suivante. Alors, il y a donc en 2017 une méta-analyse de toutes les études d'autopsie existantes. Donc, pour les étudiants, j'ai mis donc la référence bibliographique. On se rend compte, donc en cherchant la fréquence des cancers fortuits et des lésions précancéreuses dans les études d'autopsie, on se rend compte que 40% des cancers invasifs qui sont détectés par mammographie systématique seraient des diagnostics excédents, en excès. Et en fait, c'est très, très fréquent, et surtout pour les carcinomes in situ et les hyperplasies atypiques, qu'on appelle peut-être à tort des lésions précancéreuses. On se rend compte que plus on fait des coupes histologiques et plus on a de chances de trouver ces micro-foyers. On en trouve 21 fois plus si on a moins de 20 coupes, et on a 127 fois plus de chances d'en trouver si au moins 20 coupes et plus sont effectuées. Donc plus on cherche, plus on trouve. Alors ça concerne le sein, mais c'est une notion qu'on a trouvée également en faisant des méta-analyses d'autopsie, d'études d'autopsie, ou des revues plutôt d'études d'autopsie pour d'autres organes, notamment la prostate. On se rend compte que plus on avance en âge, comme vous le voyez sur le petit tableau qui sort de cette étude dont je vous ai mis aussi la référence, on se rend compte plus l'homme vieillit et plus il fabrique de ces petits, de ces foyers carcinomateux qui ne s'exprimeront pas. Ainsi, la moitié des hommes de plus de 60 ans et presque tous les hommes de plus de 90 ans ont des cancers de la prostate indolents et qui ne s'exprimeront pas. Pour la thyroïde, diapo suivante, c'est un petit peu la même donnée, ce qui fait que le dépistage systématique par échographie du cancer de la thyroïde a été stoppé net. On s'est rendu compte qu'il y avait 80% facilement de surdiagnostic. Là, ça a été vraiment un arrêt net des recommandations et de ces procédures.
on se rend compte que dans les séries d'autopsie, on a 60% de micronodules et 35% de carcinomes, dont seulement 10 à 15% vont grossir. Donc là, donc, très récemment, il y a eu une présentation à la Société française de radiologie. Donc il y a 3 messages à retenir. Les micronodules sont d'une très grande fréquence. Il faut arrêter de les biopsier en dessous du centimètre. Et même si on a biopsié et qu'on trouve un carcinome papillaire, on s'oriente maintenant vers la surveillance active de ces petits carcinomes papillaires lorsqu'ils sont inférieurs à 1 cm et lorsqu'ils sont vraiment dans le parenchyme thyroïdien, donc assez éloignés de la capsule. Dans d'autres pays, il y a des protocoles de suivi et de surveillance active des carcinomes in situ du sein. En France, on les opère, mais dans d'autres pays, on s'oriente vers cette alternative de surveillance active des lésions, de ces lésions particulières qu'on a trouvées. Diapo suivante. Alors, le chiffrage du surdiagnostic, c'est la pierre d'achoppement entre les études, entre les pros et les anti-dépistage pour schématiser. C'est extrêmement variable. Ça dépend des équipes, ça dépend des laps de temps sur lesquels on observe les populations, ça dépend des zones géographiques, ça dépend des méthodes, de la méthodologie des études, ça dépend ce qu'on intègre dans l'étude des surdiagnostics. Certaines études se concentrent juste sur les carcinomes invasifs et certaines prennent en compte aussi les in situ, c'est-à-dire ces carcinomes qui restent juste dans le canal galactophorique. À ce moment-là, effectivement, les carcinomes in situ vont alimenter largement les surdiagnostics. Actuellement, avec les études les plus récentes, on estime qu'il y a entre 20 et 50% de cancers détectés, donc selon les équipes et selon les chercheurs, ce qui correspond à un cancer, voire 5 cancers un cancer sur 2. Sur 2 détectés. Voilà. Donc, le carcinome in situ, il est appelé stade 0 du cancer du sein. Avant les dépistages, ce carcinome in situ représentait moins de 5% de tous les cancers du sein. Ce taux y passe de 15 à 20% dans tous les pays où on dépiste et 80% des carcinomes in situ sont trouvés par dépistage. Donc, ça suit vraiment la pénétrance du dépistage, le degré de pénétration du dépistage dans la population. Plus vous dépistez et plus vous allez augmenter ce phénomène. La surdétection des carcinomes in situ, le problème, c'est qu'elle n'a pas contribué à la réduction de la mortalité par cancer du sein et qu'une étude de Toronto a montré que même lorsqu'on les traite, vous n'obtenez pas une réduction des récidives, de leurs récidives, et même en les traitant avec chirurgie et avec radiothérapie, cela ne permet pas de diminuer le carcinome invasif du sein. Donc, on a l'impression qu'on les traite de plus en plus avec finalement un résultat tout à fait décevant. Les carcinomes in situ ne sont pas comptabilisés dans les chiffres d'incidence qui sont donnés par l'Institut national du cancer. Ils ne sont pas considérés comme vrais cancers. Donc, on a vraiment un gros hiatus entre la façon dont ils sont considérés comme non-cancer et de la façon dont on les traite, avec la même agressivité qu'un cancer invasif. Et on manque d'un réel consensus parmi les anatomopathologistes pour le classement de ces lésions. De l'aveu même des anatomopathologistes, souvent ils surclassent dans les résultats de biopsie pour être sûr que la femme va être traitée ou au minimum suivie et de peur de sous-estimer une maladie. Et donc il y a une étude là aussi assez récente dont la conclusion est que quand on a des lésions précancéreuses ou des carcinomes in situ, on a intérêt à faire relire les lames, à faire une deuxième lecture de ces lames. Alors, les conséquences du surdiagnostic, ce n'est pas anodin, parce que le corollaire du surdiagnostic, c'est les surtraitements. Tout d'abord, vous transformez des femmes qui sont bien portantes, qui ne se plaignent de rien. C'est ça qu'il faut toujours avoir en tête. Le dépistage, vous l'imposez à des populations qui sont a priori saines. Mais ces femmes-là, une fois que vous en avez fait le diagnostic, vous les transformez en femmes malades, qui sont estampillées cancéreuses. Non seulement elles, mais aussi leur descendance, qui sera considérée comme descendance à risque. La vie d'une femme... je continue ? Oui. La vie d'une femme chez qui on a fait le diagnostic est complètement altéré et transformé physiquement, professionnellement. Il y a évidemment un changement sur le plan relationnel, sociétal, dans son travail, économiquement, psychologiquement et affectivement dans sa relation de couple, par exemple. Plus on en parle de l'incidence qui monte, plus
on considère ces surdiagnostics comme des vrais diagnostics, plus on en parle, plus on dit dans les médias qu'il y en a de plus en plus, et plus vous augmentez le niveau global d'angoisse pour toutes les femmes de la population, parce que vous vous focussez dessus. Le surtraitement, il faut évidemment parler parce que c'est la conséquence absolument inévitable. On augmente donc les chimiothérapies, les radiothérapies inutiles avec leurs complications potentielles et les chirurgies partielles et totales qui n'ont absolument pas diminué. Là, les messages sont extrêmement fallacieux dans les campagnes roses. On n'a pas de diminution des chirurgies, mais au contraire, tout à fait nettement, une augmentation. Et ça, vous le voyez dans toutes les méta-analyses qui ont été réalisées, des études. Nous avons fait nous-mêmes une étude sur les mastectomies en France et on a de toute évidence une augmentation et non pas une diminution, comme l'atteste aussi le panorama de l'OCDE de 2019. Ce que j'ai mis en dernier, le biais de devancement du diagnostic, ça c'est important, ça donne une illusion de survie allongée. C'est-à-dire qu'avec le dépistage, vous anticipez la date de naissance d'un cancer que vous voyez 3, 4, 6 mois plus tôt que s'il s'était manifesté, admettons, pour un cancer qui évolue. Donc vous avez l'impression que la femme, elle a une survie allongée. En fait, ce qui s'allonge, c'est le temps de vie avec son cancer. Mais ça n'a aucune incidence, aucun impact favorable sur la longévité ou l'espérance de vie des femmes qui n'a jamais été, qui n'est en rien augmentée depuis l'âge. Ça n'a rien à voir. Dernière diapo, je pense que c'est la dernière. Alors, comment le surdiagnostic gâche des vies? Bon, voilà, ça c'est l'illustration tout à fait pratico-pratique sur une vraie femme. On prend l'exemple d'une femme de 52 ans qui porterait un petit cancer sans symptômes, sans gravité. Elle est parfaitement asymptomatique. Dans le premier scénario, elle décide de ne pas se faire dépister. Elle poursuit sa vie tranquillement. Son cancer n'évolue pas. Elle va décéder avec son cancer, mais pas à cause de son cancer. Elle décède d'une maladie cardiovasculaire dont il ne faut pas oublier que pour les femmes, la probabilité de décéder d'une maladie cardiovasculaire est 8 fois celle de décéder d'un cancer du sein. Le deuxième scénario, elle se fait dépister, le cancer est détecté, il est traité. Ça entraîne évidemment un changement dans sa vie. Marie se sent perpétuellement inquiète, forcément. Ça reste dans sa biographie personnelle. Elle se sent cancéreuse, elle déprime. Souvent, on a effectivement des femmes inquiètes et quand même relativement dépressives lorsqu'elles viennent au contrôle. Elle décède à 85 ans d'un infarctus, mais elle aura vécu 31 années avec un préjudice physique et psychologique, donc dans le cas du surdiagnostic. Le troisième scénario, elle se fait dépister, le cancer est détecté, il est traité. Malheureusement, elle fait une complication thromboembolique du fait du traitement de l'hormonothérapie qui est donnée dans le cas des traitements avec récepteurs hormonopositifs. Elle décède prématurément à 70 ans d'une insuffisance cardiaque, prématurément par rapport à son espérance de vie théorique. Donc là, sa vie est clairement raccourcie de 15 ans. Donc là, il y a un préjudice direct avec une amputation de sa vie. J'ai terminé. Merci Cécile. On s'était dit qu'on débattrait en fait à partir des caricatures. On peut commencer caricature par caricature et puis chacun intervient, enfin, ceux qui voudraient intervenir. En grand groupe. En grand groupe, en fait. Je ne vois pas les caricatures. Ah, là, il y en a une. Moi, j'ai l'image de la loterie qui est affichée. Oui. Vous ne la voyez pas? Si. Si. Donc, je ne sais pas si tout le monde voit maintenant. Oui, Jean-Michel. Ouais. Oui. Et moi, je vois. Après, je ne sais pas si d'autres sont. Okay. Alors, si personne ne veut s'exprimer. Vous m'entendez? Oui. Oui. Ah, ouais, parce que, voilà, moi, si je peux réagir à cette caricature, je dois dire que comment dire, c'est le piège qui vraiment me saute aux yeux. Et en voyant ce dessin, je me rends compte qu'effectivement, j'ai eu ou je l'ai quelquefois cette sensation d'être un peu piégée. Je l'ai vécu dans mon chemin de patiente. J'ai tenté des fois de m'en écarter. J'ai réussi à le faire, mais c'est vrai que c'est quand même assez récurrent, cette sensation de me sentir piégée. Ouais.
Et donc, forcément, l'image, je trouve elle me parle. Elle me parle et je la trouve très, très incisive. Moi, personnellement, ça me fait parler à 3 registres. Le premier registre, c'est qu'effectivement, il y a cette piège à souris là. Enfin, c'est comme ça que j'interprète ce truc que je peux attraper et me faire mal. Il y a une deuxième notion qu'on peut se poser quand on tombe, quand on est vraiment diagnostiqué malade, c'est mais pourquoi moi? C'est quoi ce jeu-là? Si c'est un jeu. Et puis il y a la troisième, c'est les boules d'en haut là, au-dessus de la main. Ça me fait penser à des yeux qui m'observent tout le temps. Et donc c'est les trois trucs auxquels je me fais penser en fait ce dessin. Moi, je peux vous donner une impression un peu d'extérieur, comme ça, Oui. un peu provocateur, parce que je commence tout juste à… Je travaille beaucoup avec l'humour en tant que sociologue, mais très récemment avec des dessins satiriques. Mais juste là, c'était pour la petite boutade. Je ne sais pas qui a fait le dessin, mais C'est Cécile. il y a un problème de boule déjà, puisqu'il y a 2 fois 2 numéro 2. Donc, il y a un problème déjà de tirage. Le deuxième boutade, c'est que sur ce tirage, en général, la sphère est transparente. Et la question, c'est pourquoi la femme n'ose pas regarder alors qu'elle pourrait éviter le piège. Donc voilà, je ne sais pas si ça a été construit comme ça, pensé comme ça ou pas. Non, non, j'ai pas réfléchi. Je voulais, j'explique ce que je voulais illustrer ou pas encore? Non, ah bah, encore peut-être quelques réflexions. Non, mais c'est rigolo. Merci Stéphane. Allô? Oui, oui, vous m'entendez? Oui. Oui, c'est Sophie. En fait, je souhaitais aussi réagir par rapport à cette caricature. Donc, ce que je vois, moi, c'est une femme joyeuse. En fait, c'est une femme qui ne se rend pas compte du danger. En fait, elle n'est pas consciente du danger qui l'attend. Elle participe à ce jeu dangereux, mais sans se rendre compte. Ouais, moi, j'ai eu la même impression. Elle pense d'ailleurs, comme elle a l'air joyeuse, comme si elle a été trompée quelque part, parce qu'elle ne pense pas qu'il puisse avoir un piège dans la boule. Elle n'a pas la bonne information, tout simplement. Ouais. Insouciante. C'est ça. Est-ce qu'il y a un autre commentaire? Moi, je me demandais si c'était une bétonnière, mais transparente. Il n'y a pas à la télé, là, le tirage, ils n'ont pas un truc, là, qui… Non? Oui, vous avez bétonné. Bon, il est dégueulasse, ce dessin, quoi. Non, là, je ne suis pas d'accord. Je défends le dessin. Pour comprendre ça avec une bétonnière, il ne faut vraiment pas être maçon. Hein. Oui, peut-être. Moi ça m'évoque quand même avec quelle légèreté on se rend vers une mammographie, alors que ça peut être très lourd de conséquences. Et peut-être c'est lié justement à ces campagnes en rose. Et voilà, il y a vraiment un… Oui, mais la question au fond qu'on peut se poser, qu'est-ce qu'on peut donner à penser à une femme en rapprochant cette image de la participation au dépistage? Il y a l'effet danger, il y a l'effet loterie. Ça peut penser à une loterie un petit peu aussi, avec des boules, comme quand on jouait au loto. Autrefois, on plongeait sa main dans un sac avec des billes et de temps en temps on gagnait, et puis souvent on perdait. C'est ça. Donc c'est le danger, quoi. Il n'y a rien de positif vraiment. Soit c'est le hasard, c'est le hasard. Bon, c'est au hasard, oui. On est loin de la science. Avec cette caricature. Oui, bon, en même temps, il y a une vérité, parce qu'il y a, depuis ça, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Enfin,
Il y a les sciences sociales, hein, il y a les théories du jeu en économie. Hein. Ah oui. Ça n'a rien à voir avec la médecine. Mais je me demande si une image importante à inventer ne serait pas de trouver quelque chose qui permettrait de se débarrasser de ce mensonge qui est de donner à penser que le dépistage permet de prévenir. Et je crois que cette confusion est en amont de tout le problème, je dirais, parce que beaucoup de personnes s'imaginent sincèrement que, au fond, la mammographie permet, en trouvant des petites anomalies, des lésions, hein, selon le langage conventionnel, de trouver le cancer avant qu'il soit là. Or, si la mammographie permettait de trouver le cancer avant qu'il soit là, il n'y en aurait plus. Oui. Hein? Non, Et c'est vrai. ça, on l'oublie. Et c'est une confusion qui est vraiment entretenue, à dessein ou inconsciemment. Et cette confusion me paraît vraiment très, comment dirais-je, très délétère. Et l'autre chose que l'on oublie, c'est que pour être éventuellement susceptible de profiter du dépistage, il faut d'abord avoir un cancer. Les femmes qui passent leur vie à faire du dépistage et qui ne sont pas, on va dire, programmées biologiquement, on va dire ça comme ça, pour avoir un cancer, n'en tirent naturellement aucun avantage et en tirent plutôt des inconvénients. Donc, lutter contre cette confusion prévention-dépistage et aussi instruire par l'idée que, encore une fois, il faut un jour avoir un cancer du sein si on participe au dépistage pour avoir une chance d'en profiter de la technique. Est-ce que tout le monde est d'accord là-dessus ? Ce sont deux choses qui paraissent étonnantes, a priori, déjà la confusion, et ensuite le fait que, est-ce qu'on est d'accord sur le fait que si on n'a pas de cancer et qu'on participe au dépistage pendant 20 ans, on n'en tire aucun avantage. Oui. C'est la majorité d'ailleurs, la majorité des femmes, c'est ça. Il ne se passe rien pour la majorité des femmes, il ne se passe rien, ni bon ni mauvais. Oui, mais je ne suis pas sûr que l'ensemble de la communauté, que ce soit médicale ou de la collectivité féminine, soit bien consciente que la première condition pour bénéficier d'un dépistage, c'est d'avoir un cancer. C'est vrai. Oui. Ça, c'est pas dans la tête. Ça paraît complètement fou, mais c'est la réalité. Et donc, moi, par exemple, moi, je suis gastro-entérologue et donc je fais le dépistage du cancer du côlon à partir d'un test hémocule de recherche de sang dans les selles. Et quand il est positif, on prévoit une coloscopie. Et les chiffres dans la population générale de cancer du côlon, c'est à peu près 4%. Et ça veut dire qu'il y a... Et puis quand on a un hémocule positif, on passe à peu près à 6%. Ça veut dire qu'il y a finalement, il y a 94% de gens qui ne vont jamais bénéficier du dépistage. Et donc finalement, quelle est cette personne qui décide de savoir si c'est important de faire qu'il y ait 94% de gens qui fassent des choses pour rien? C'est un peu la difficulté, c'est-à-dire où est-ce qu'on met la barre en disant on dépiste tout le monde en sachant que ça va profiter à une personne ou à 6 personnes sur 100. Et donc, c'est pour ça qu'il faut aller vers la décision partagée, mais ça, il faut le dire. Il ne faut pas dire vous allez tous avoir un cancer du sein ou du côlon. Donc, le piège, il est là. Le piège, il est que les personnes n'ont pas cette information de la rareté. Parce que finalement, pour une personne donnée, le cancer du sein, c'est rare, et le cancer du sein grave, c'est encore plus rare. Donc, c'est ça. C'est comme les gens qui reçoivent des statines. Après un infarctus, il n'y en a que quelques-uns, peut-être 3 sur 100 qui vont bénéficier. Donc, la problématique, c'est ce chiffre-là, il est caché. Et c'est pour ça qu'il y a ce qui s'appelle le NNT, c'est le nombre de sujets à traiter pour que l'acte médical soit utile. Et ça, c'est quelque chose qui n'est jamais présenté aux patients. Oui, tout à fait, tout à fait. Combien finalement, comme tu dis, combien de milliers, de centaines de milliers de femmes sont d'accord pour participer à un dépistage qui ne sera utile que pour 1 sur... C'est ça. Donc ce chiffre-là, il n'est pas donné alors que c'est ça la décision médicale partagée. Oui, mais comme le seul chiffre qui apparaît, c'est 1 femme sur 8. Hein, oui, c'est ça. 1 femme sur 8, donc voilà. Et en
on n'a pas d'études sur comment vivent et comment ça, enfin, en tout cas, moi, j'en connais pas. Il y en a peut-être. Hein. D'ailleurs, je l'apprendrai ce soir. Sur, en fait, comment ça impacte la qualité de vie des personnes qui attendent les résultats. Oh là. Oui, il y a un film qui traite de ça, mais c'est un film, c'est pas une étude, quoi. Oui. Non, je pense qu'il n'y a pas d'études sur le statistique sur les femmes comment elles le vivent, qui attendent les résultats. Mais il y a des études qui ont été faites sur la perception des femmes de la douleur, de l'anxiété. Ça, oui. Il y a... Après, c'est compliqué, hein, c'est très subjectif. L'angoisse, il y a tout un éventail entre la simple inquiétude et puis la grosse anxiété. Mais moi, en pratique courante, hein, je vois tout. Hein. Des gens, le maximum, c'est des gens qui sont sous antidépresseurs après. Et le minimum des gens qui prennent ça avec plus ou moins de philosophie. Hein. Et on n'a pas questionné les personnes qui ne vont pas faire de dépistage parce qu'elles angoissent de ça. Ah, ça existe, ouais. 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 C'est vrai, ouais. On peut comprendre. Hein. Mais là, vous parlez du côlon du sein, mais ça vaut aussi pour la prostate alors. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Ah oui, oui. Bah, c'est pour ça que Cécile a fait un détour dans voilà, sa... la thyroïde aussi. Oui, c'est ça, j'en parlais pour les études d'autopsie. Ouais. Et alors, est-ce que tu veux nous dire cette caricature des choses qui n'ont pas été... Oui, donc ça illustrait effectivement un passage dans le bouquin, parce qu'il y a des gens qui prétendent, qui vous diront, quand vous parlez comme ça, vous dites, mais qui jouent au loto, qui jouent à la loterie. Alors c'est effectivement la loterie que je voulais mettre en exergue, et qui vous disent, mais la loterie, il faut y jouer parce qu'il y en a qui ont gagné. Mais il y en a qui ont gagné, mais il y en a beaucoup plus qui ont perdu. Et donc, c'est toujours la façon, si on regarde le verre à moitié plein ou à moitié vide. Et donc, les boules, alors, elles symbolisent effectivement le panel des éventualités qu'on peut avoir. On peut tirer soit une boule qui correspond à il ne se passe rien, soit une boule qui correspond à la fausse alerte, soit une boule qui correspond à une surirradiation. Et puis, il y a le piège. Et le piège, ce n'est pas seulement le surdiagnostic, c'est aussi le fait d'être pris dans une moulinette, comme on le voit dans certains cas cliniques hein, et dans l'épisode du film qu'on va passer. C'est-à-dire qu'une fois qu'on vous a trouvé quelque chose, vous ne sortez plus de là. Même si vous voulez faire machine arrière en disant, bon, vous m'avez trouvé une lésion, moi je ne veux pas aller plus loin, c'est difficile. Alors, je sais que Jean-Michel, tu es moins d'accord avec moi là-dessus, en disant que le médecin peut proposer une alternative, mais dans la vraie vie, l'alternative de dire aux gens, bon, on va se calmer, on va attendre, on va surveiller, en pratique, c'est pas possible. Dès qu'on dit aux femmes, il y a un truc, il faudrait aller voir, ben c'est ça le piège qui se referme sur la main, c'est effectivement la souricière. En pratique, on va jusqu'au bout. En pratique, on va proposer aux femmes une biopsie. Si la biopsie s'avère positive, on propose une chirurgie. Si la chirurgie confirme que c'est invasif, ça sera la radiothérapie. Si on trouve des récepteurs hormonaux, ça sera l'hormonothérapie. On a l'impression après qu'il y a une sorte de moulinette, mais même pour la fausse alerte, on va quand même continuer à surveiller ces femmes-là. Donc, on a l'impression que quand elles rentrent dans cette machinerie, elles n'arrivent plus à en sortir. Et pour faire tenir tête au corps médical, il faut se lever tôt. Il y a un micro qui est allumé. Peut-être de parler, non? Mais peut-être Monsieur Marx, il voulait dire quelque... Marx, là, il voulait... Donc, tout ça pour dire que face au corps médical qui vous dit « Ah non, mais il faut continuer, il faut faire ci, il faut faire ça », c'est compliqué pour une femme de dire « Halte au feu, non, vous ne mourrez pas, moi j'attends d'abord », c'est quasi impossible. Alors que tu disais, tu es rapidement dessus, mais tu disais pendant la préparation qu'il y a certaines recommandations OMS qui demandent en fait de ne pas se précipiter et de faire un suivi rapproché. Voilà, il y a maintenant des protocoles de surveillance active que la France n'a pas adoptés. Il y a aussi cette étude qui disait pour les lésions frontières de refaire lire, de ne pas se précipiter. Ce qu'il faut ôter aussi de la tête de tout le monde, y compris des femmes, c'est qu'il n'y a pas d'urgence. Les femmes, elles ont l'impression, si on leur diagnostique 3 cellules qui se battent en duel sous la lame du microscope, ben, ça y est, demain, on va avoir plein de métastases et les gens le disent, les slogans le disent, il n'y a pas une minute à perdre. Ben, si, justement, il y aurait des minutes à perdre. Mais pas à perdre, justement. Il y aurait des minutes à prendre. Oui, voilà, c'est ça. Hein.
Mais moi, je trouve la loterie, c'est vraiment ça. Et c'est ce que j'avais mis aussi dans notre vidéo. La femme, elle pioche, elle ne sait pas, c'est la pochette surprise et il n'y a pas toujours la bonne surprise, quoi. Les trois quarts du temps, il ne se passe rien, mais de temps en temps, c'est la fausse alerte, c'est le surdiagnostic, c'est le décès par des complications radiques, etc. Voilà. Alors, peut-être une deuxième caricature. Ah oui, c'était notre salle. Alors, donc, j'avais deux personnes et il y en a une qui n'a pas eu le temps de s'exprimer. Il y avait un jeune homme qui s'appelle Marc, s'il veut parler. Où est-ce qu'il est, Marc? C'est moi, c'est Madame Marx. Ah, d'accord. Voilà, mais il y avait pas Marc. Oui, j'arrive pas à vous voir, j'arrive pas à voir les caricatures, mais je viens d'être opérée d'un cancer du sein mercredi dernier et puis je suis en plein dans le truc, voilà. D'accord. Et là, vous ne voyez pas ce qu'il y a à l'image. Non, je ne vois pas. Je veux dire, c'est la deuxième fois que je suis sur un webinaire. La première fois, c'était quelqu'un qui me l'a installé et là, c'est moi-même qui essaie de l'installer. Et je rentrais juste de chez mon médecin à 6 heures et donc j'ai pas eu le temps de demander à quelqu'un de me l'installer, voilà, et je voulais absolument participer parce que comme dit, je suis en plein dedans. Bon, on peut peut-être décrire l'image si vous voulez. C'est une femme qui a un ruban rose de d'Octobre Rose autour du cou et puis ça a l'air quand même de l'étrangler, de la serrer, de la compresser. Est-ce que ma description est fidèle? Oui, bah, je vois à peu près. Moi, c'est vrai que j'ai des rubans roses sur tous mes manteaux, hein, et je ne pensais pas que je serais en plein dedans. Mais effectivement, moi, bon, je viens de passer par là et bon, moi, je ne trouve pas que je suis étranglée, je ne suis pas déprimée, je suis contente d'avoir été opérée à temps. Super. Tout va bien alors. Voilà, tout va bien, Madame la Marquise. C'est vrai que j'ai fait des mamans toutes les 2 ans, j'ai fait des mamans et je me dis que heureusement que c'est pris au début, que c'est un invasif, mais qu'il n'y avait qu'un petit poids de 5 mm et on l'a tout de suite enlevé. Et puis je suis contente de m'en être débarrassée parce que j'aurais angoissé si on ne me l'avait pas enlevé. Pour moi, l'urgence, c'était de faire tout de suite, comme ça, j'y pense pas et j'ai fini avec l'histoire. Bon, il y aura peut-être. Et il y aura peut-être la radiothérapie dans 2-3 mois. Mais bon, pour moi, je préférais m'en être débarrassée tout de suite, alors que vous aviez dit que bon, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de. Voilà, bon, pour moi, c'est fini. On me l'a annoncé la veille de Noël comme un cadeau de Noël, et puis voilà, c'est fini. Je suis contente. Voilà, je ne déprime pas. J'aurais déprimé avec l'idée d'avoir quelque chose et que ça risque de pousser ou de faire des petits. Ouais, alors après, je ne sais pas ce qu'on vous a expliqué. Bon, moi, si vous voulez, je ne vais pas avoir la cruauté de vous dissuader, mais il y a une chose qui est sûre, vous ne savez pas si vous en avez fini. On vous l'a présenté comme ça, que c'est pris à temps. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas savoir. Donc, ni ceux qui vous opèrent, ni moi. Donc, c'est pour ça, c'est vraiment une décision tout à fait individuelle à prendre. Mais d'autres femmes ne le voient pas comme ça. Donc, c'est pour ça l'intérêt de connaître bien les tenants et les aboutissants de ce dépistage et puis de connaître les risques parce que certaines femmes ne prennent pas la même décision. Mais on ne peut pas prétendre, si on vous a dit, vous en avez fini, alors après, bon, c'est une interprétation. Moi, je pense que c'est outrepasser ses compétences de dire à une femme qu'on a pris à temps, on n'en sait rien, que l'affaire est finie, on n'en sait rien non plus. Et bon, voilà. Et peut-être que là, en fait, c'est pas, ça peut aussi être du registre de la patiente. Hein, ça peut être le médecin qui lui a dit que ça a été pris à temps, mais ça peut être la patiente qui peut aussi considérer que ça a été pris à temps. Hein. Alors que j'avais beaucoup de chance, que c'était pris à temps et en principe, c'est fini. Mais maintenant, même quelqu'un qui n'a rien peut l'avoir aussi. C'est pas pour ça que je vais pas l'avoir de nouveau, mais même quelqu'un qui a rien, il peut l'avoir aussi. Donc, pour l'instant, j'ai de la chance, voilà, parce que c'était pas disséminé. Et voilà, il y avait juste un petit poids qu'on a enlevé. Et un petit poids très dangereux puisque c'était effectivement un carcinome lobotomaire invasif. Et bon,
pour moi, c'est fini, mais maintenant, effectivement, je peux me faire renverser dans la rue, je peux l'avoir de nouveau, quelqu'un qui l'a jamais eu peut l'avoir de nouveau, etc. Moi, je suis contente, je suis débarrassée, puis je ne déprime pas. Moi, c'est l'angoisse de l'attente qui m'aurait fait plutôt déprimer. Et c'est pas pour ça que je vais vivre maintenant avec une idée de cancer. Non, voilà. Oui, bonsoir, je souhaitais intervenir aussi, s'il vous plaît, si c'est possible. Allez-y, Sophie. Oui. Donc, en fait, c'est par rapport au carcinome in situ. Il existe aujourd'hui des études de surveillance de ces carcinomes in situ de bas grade, en fait, et qui montrent que ces carcinomes, ils peuvent être surveillés et on n'a pas besoin de les opérer. Donc, pour l'instant, c'est au stade d'essai clinique et il y a beaucoup de femmes qui préfèrent, en fait, se faire surveiller et ne pas se faire, ne pas subir une mastectomie. Voilà, donc il existe également des femmes qui souhaitent s'en passer de ces opérations. C'est quelqu'un qui est un peu qui est dans la peur déjà. Enfin, moi, je vois de l'affolement même un peu. Quelqu'un qui est un peu coincé en fait, coincé par la situation, avec l'impression que ouais, faut suivre les recommandations et avec beaucoup de peur en fait. Moi, je trouve que, enfin personnellement, hein, je trouve que l'incitation au dépistage est vraiment pour moi. Alors moi, je la ressens comme ça, faite sur le modèle de la peur. Oui. Voilà. Donc c'est vraiment c'est vraiment moi. D'accord. Ben, c'est un moteur utilisé, hein, la peur. Hein, on le voit dans les campagnes roses. Hein, c'est la peur est presque, ouais, effectivement, je trouvais ça intéressant la discussion qu'il y avait eu avant de dire, ce serait bien qu'il y ait l'information de dire la plupart des gens n'en bénéficieront pas. Là, on a plutôt, moi, je ressens comme, en gros, il faut vraiment y aller parce que, si vous n'y allez pas, vous êtes complètement inconscient d'y aller, quoi. Ouais. Alors qu'en termes de risque, c'est faux. Si on regarde statistiquement, c'est faux. C'est ça. Il y a un sociologue des sciences de l'école des outils de santé sociale qui a sorti un ouvrage qui est le fruit d'une recherche qui s'appelle La contre-science. C'est Dominique Pestre. Je ne sais pas si vous le voyez là. Voilà. Ah oui, Ouais. je vais le noter. Et en fait, il explique en fait comment on a basculé dans un paradigme de société, qui est un paradigme assurantiel. Et en fait, la peur, ça fait partie en fait des éléments. Et on est tous plus ou moins sous l'emprise de ça. Alors après, en développant l'esprit critique, on peut s'en dégager, en sachant qu'on a quand même affaire, comme vous l'avez très bien dit, à ce qu'on appelle de la coercition sociale en fait. Une coercition sociale qui est forte. Mais c'est un ouvrage que j'ai trouvé très intéressant par rapport à ça, en expliquant en fait comment petit à petit notre société elle a basculé là-dedans. Et ben là, patients et médecins, on est tous un peu tous sous l'emprise de ce paradigme, quoi. Oui, et avec le risque d'instrumentalisation politique au sens politique publique. Parce que ça me fait beaucoup penser aux travaux de Laurent Mukili sur la police, qui a montré qu'en fait, les instruments mis en œuvre ne font que mesurer l'activité de la police, pas plus. Et donc, il y a une sorte de légitimation de l'action de la politique sanitaire au sens global du terme, quoi, sur un pays. Mais si on le ramène à la vie, à l'hôpital, par exemple, la tarification à l'acte, c'est ça. Ça ne mesure pas en fait le parcours du patient, ça mesure le nombre d'actes qui sont réalisés par les professionnels de santé. Donc, ça revient exactement aux mêmes indicateurs. Tout à fait. Ça fait partie d'un champ conceptuel et d'un paradigme qui s'est installé en fait. Et oui. Et par rapport aussi à ce que disait Dominique tout à l'heure, il y a une notion qui est pas très bien connue, en tout cas notamment des professionnels de santé ou des étudiants en santé, c'est
c'est la notion de pharmacone. Donc en fait que tout peut être à la fois remède et poison, et aussi bien les médicaments, mais aussi bien les médecins, ou aussi bien des actes diagnostiques. Et là, on a l'illustration avec un ruban rose, où finalement, ça peut symboliser quelque chose de l'espoir, ça peut symboliser quelque chose de positif. Et là, c'est un ruban rose qui va étrangler. Et moi, je trouve que c'est vraiment important de donner cette notion au médecin. C'est-à-dire que le médecin, ce n'est pas seulement quelqu'un qui doit être dans la bienveillance, mais c'est surtout quelqu'un qui doit être dans la non-malveillance, donc dans le primum non nocere. Et en fait, on n'enseigne pas aux étudiants et aux médecins qui peuvent être toxiques et nocifs. Et je crois que pour changer le regard, en tout cas, rien de tel que de montrer un ruban rose qui étrangle. Je trouve que pour moi, c'est une... Enfin, moi, d'ailleurs, c'est la plus belle des caricatures de Cécile, c'est celle-là pour moi. Oh, c'est gentil. Ça étrangle surtout la réflexion, je trouve. Le problème, c'est que dans les campagnes d'Octobre Rose, on a toujours ces slogans qui reviennent en boucle, et c'est impossible, c'est un véritable rouleau compresseur, et c'est effectivement quelque chose qui étrangle complètement la contestation, qui étrangle la réflexion, et qui étrangle la possibilité de s'exprimer des scientifiques et des épidémiologistes, et de la Cochrane, des lanceurs d'alerte, qui voudraient expliquer, mais attendez, réfléchissez, il y a un autre versant du dépistage. Et ça, c'est... En face du rouleau compresseur rose, c'est impossible. Il n'y a pas de droit de cité de la contestation. Et ce qui est intéressant, c'est que cette année, pour la première année, moi, j'avais jamais vu ça dans les réseaux sociaux, mais sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de femmes qui ont témoigné, en fait, contre cette campagne, justement, en disant, voilà, c'est pas rose pour tout le monde, on est dans un rouleau compresseur. Alors, c'est des initiatives, à ma connaissance, c'est des initiatives individuelles, mais qui se sont multipliées, qui ont eu un aspect viral, en fait. J'en ai vu pas mal. C'est vrai. Ouais. Oui, moi aussi, oui. Et puis, il y a aussi quelque chose, je trouve, il y a l'incursion dans l'intimité de la femme et puis dans son autonomie par quelque chose d'extérieur. Il y a vraiment cette différence intérieure-extérieure, je pense, avec ce ruban. Je ne comprends pas, Jean-Michel. C'est-à-dire le cancer du sein, c'est quelque chose que, d'une part, c'est l'intimité de la femme, et quelle intimité, et puis c'est la décision de la femme de faire ou pas une mammographie. Et en fait, c'est récupéré par un ruban, par quelque chose qui est de l'ordre du commerce et de la publicité. On passe à la suivante. Ou quelqu'un veut encore commenter cette superbe caricature? Moi, c'est un peu celle-là, ma préférée. Je voulais juste rajouter sur ce que vous avez dit, que tout peut être médicament ou poison. En fait, en pharmacologie, on dit la dose. La dose, c'est ce qui différencie un médicament d'un poison. C'est la dose. Oui, pour les rayons, c'est pas tout à fait vrai. Hein. Alors, c'est pas seulement. Hein, non, parce qu'il y a aussi le fait qu'un médicament peut faire du bien ou peut faire du mal, pas seulement selon la dose, selon les effets secondaires ne sont pas seulement liés à la dose. Non. On m'a toujours assuré avec une mammographie, on reçoit une dose autant que si on prenait l'avion Paris-New York. Ceci dit, les gens qui prennent l'avion Paris-New York un certain nombre de fois, ils finissent par avoir des troubles du sommeil, hein, pour beaucoup d'entre eux. Ça dépend. C'est des arguments fallacieux. Hein. Moi, je trouve que c'est honteux de dire ça. D'abord, c'est faux. Et ensuite, le problème du rayonnement X, c'est un peu compliqué à expliquer. Il faudrait peut-être faire un webinaire dessus. Oui. Il y a effectivement l'effet qui est mesurable en fonction de la dose. Donc, les réactions ne sont pas la même si vous êtes exposé à Tchernobyl ou à
Fukushima, ou si vous avez des microdoses. Mais le problème, c'est qu'on ne tient pas compte de la sensibilité, de la radiosensibilité ou la radiosusceptibilité de chacun. Donc là, il faut regarder les travaux des radiobiologistes qui expliquent très bien que le problème des microdoses, c'est cumulatif. Vous n'allez pas avoir une seule mammographie, vous allez en avoir tous les 2 ans. Le problème aussi, c'est qu'entre les différentes incidences, on ne vous laisse pas le temps. Elles sont faites dans un quart d'heure, vous avez les 4 incidences. Or, les microdoses font que l'ADN cellulaire se déroule et il y a des cassures, des micro-cassures des brins d'ADN. Et le problème, c'est que ces cassures sont tellement infimes que premièrement, elles n'ont pas le temps de se réparer puisque les autres incidences arrivent. Et deuxièmement, quand on a une cassure due à de l'ADN, il y a un phénomène d'alerte d'une protéine qui va alerter les phénomènes de réparation. Et là, le problème des microdoses, c'est que ce phénomène ne se fait pas parce que les petites cassures sont trop minimes pour enclencher le phénomène de réparation, d'alerte et de réparation. Donc, ces micro-cassures vont s'accumuler dans votre vie et ne vont pas être réparées. Donc, moi, les femmes qui commencent leur mammographie à 30 ans ou à 35 ans et qui arrivent avec un cancer du sein à 60, c'est difficile on ne peut pas leur dire c'est à cause des mammos, mais c'est difficile de leur prétendre les yeux dans les yeux que ça ne serait pas à cause des mammographies. Et ça, c'est un facteur qui est complètement sous-estimé. En fait, on ne sait pas du tout ce qu'on fait à la personne donnée, on ne sait pas du tout ce qu'on lui fait parce qu'il y a un problème de radiosusceptibilité individuelle que vous ne connaissez pas. Et il y a des tests, mais qui sont payants. Donc, il y a un quart de la population qui serait radio-hypersusceptible, donc susceptible de faire des cancers radio-induits par les mammographies, en sachant que dans votre vie, vous n'aurez pas que des mammographies, vous aurez des scanners, des radiographies du thorax. Et donc, tout ça, c'est cumulatif et en vérité, on ne sait pas ce qu'on fait. Donc, c'est facile de dire c'est moins qu'un voyage aux États-Unis, ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai. Donc ça, j'ai détaillé dans mon bouquin. J'ai fait un paragraphe là-dessus. Mais c'est moi, je trouve ça c'est des trucs. On prend les gens pour des imbéciles en leur disant ça. Parce que c'est vraiment. Pas, le problème, il n'est pas là. C'est beaucoup plus complexe que ça. Donc ça aussi, ça fait partie des choses qu'on n'explique pas. Pourquoi on n'explique pas? Parce que c'est plus facile de dire faites-vous dépister, ça vous sauve des vies. Les rayons délivrés par la mammo, c'est minime. C'est facile, c'est intuitif. Mais là aussi, pour vous expliquer, pour vous donner l'explication pourquoi c'est pas vrai, il faudrait que j'y consacre beaucoup de temps. Donc, c'est pour ça que ces phrases qu'on donne aux femmes m'énervent parce qu'elles sont fausses, elles sont fallacieuses et elles sont trompeuses. Ton micro, elle voulait parler. Il y a une personne, juste il y a une personne qui ne peut plus rentrer, c'est Sophie. Est-ce que Luigi, je lui dis d'essayer? Luigi, on ne t'entend pas? Si je sais que c'est elle, je vais la laisser rentrer. Parce que là, ça n'arrête pas. Elle s'appelle Sophie. Et toi, pourquoi c'est ta préférée, cette caricature? Eh bien, parce que on va faire beaucoup d'efforts pour expliquer donc aux femmes les risques, la balance bénéfice-risque. Et on fait beaucoup d'efforts actuellement, par exemple, pour trouver des systèmes de prédiction. Vous avez des logiciels de prédiction, et maintenant, ce qui est à la mode, c'est de faire aussi des prises de sang pour trouver les cellules tumorales circulantes, essayer de vous prédire votre probabilité de faire un cancer du pancréas, de faire un cancer du poumon, de faire un cancer du sein. Ce qu'on oublie, moi je trouve qu'on devrait placarder ça dans tous les bureaux médicaux, notamment en oncologie. Quand on dit à une personne, vous avez 25% de chance d'avoir un surdiagnostic, 15% de chance d'avoir un cancer du poumon, voilà. Ce qu'on oublie, c'est que pour la personne, c'est du 100%. Si elle est sauvée, c'est 100% un bienfait. Si elle est en surdiagnostic, c'est 100% pour sa pomme. Si elle meurt à cause d'une radiothérapie qui lui a bouché ses coronaires, c'est 100% pour elle. Si elle fait une leucémie radio-induite à cause du traitement, c'est 100% pour elle. Voilà. Ça c'est un côté qu'on oublie, qu'on occulte complètement. C'est que pour la personne qu'on voit, ce qui va lui arriver, que ce soit le bénéfice ou le risque, pour sa pomme, ça sera 100%. On en revient sur vraiment un cheval de bataille de Jean-Michel. Hein.
la non-distinction entre le facteur de risque et le problème avéré, quoi. C'est ça. Ouais. Juste, il y a Dominique aussi, je crois, qui a essayé de. Ouais, il faut Ah, mais moi, j'ai personne qui essaye de rentrer là. Il a reçu un message qui s'est dit vous avez été supprimé par l'hôte, en fait. Ah. Qu'est-ce qu'on peut faire là? Qu'est-ce que je dis Ben, si il y a Dominique Roux qui arrive ou s'il y a Sophie, je la fais rentrer. Mais il faut qu'il se reconnecte sur le lien? Ben, ouais. Il faut le dire à Dominique alors. Oui, je lui dis de réessayer. Voilà. Voilà. Mais moi, personnellement, cette caricature avec les pourcentages, ça me parle parce qu'en fait, effectivement, moi qui ai différents problèmes qui ai différents problèmes de santé quand même relativement graves, moi, ça me rassure pas en fait quand on me donne des chiffres. Hein. Ça a plutôt tendance à m'embrouiller qu'autre chose, quoi. Oui. Pour moi, j'ai besoin de passer par autre chose que par le chiffre. Donc, ça me parle énormément, cette caricature. Oui. Même si on peut la relativiser, mais si jamais le discours est basé là-dessus, ça ne fonctionne pas pour moi. Et ça m'insécurise énormément. Ben, c'est pour ça qu'on voulait passer par des œuvres d'art, en fait, pour montrer qu'il y avait une autre façon de voir les choses, en fait. Ben oui. On passe à la suivante ou... Ouais. Ah ben, à moins que quelqu'un veuille dire encore quelque chose. Je voulais demander qu'est-ce que c'est Mama Print. Oui, c'est ça, c'est des logiciels de prédiction. C'est-à-dire, on vous mouline toutes les données, vous donnez vos antécédents familiaux, vous donnez la densité de votre sein, le nombre de fois où vous avez eu des biopsies, si vous avez un antécédent de cancer, on mouline tout ça et puis on vous sort votre prédiction de contracter un cancer du sein. Voilà, ça c'est vraiment... moi, je ne sais pas ce que ça dit aux gens, hein, une fois qu'on leur a dit... vous avez 60% de chances de faire un cancer du sein. Là aussi, il faut se réfléchir quel impact ça. Qu'est-ce qu'il va faire le patient de cette information-là? Où il va péter un plomb, où il va se faire des mammos tous les 6 mois, où il va. Moi, je suis une dame qui a une mutation génétique et qui m'a dit je veux plus. Je veux plus du tout qu'on me fasse des mammos, qu'on me suive et tout ça. Je ne peux plus vivre avec ça. Et c'est ça la question que la caricature pose. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce que le patient il en fait? Quel est le bénéfice pour lui de savoir ça? Et comment il va gérer sa vie en fonction de ce savoir? Je ne sais pas. En tout cas, dans un des derniers numéros de Femina, il y a 2 pages dessus. Je ne sais pas si c'est pour faire de la publicité, parce qu'ils ont dit que ça coûte 300 €. Est-ce que c'est pour faire de la publicité pour ce truc-là? Mais voilà, il y a 2 pages dessus. C'est pour ça que ça m'a appréhendé. Parce que c'est coté en bourse, hein, ces trucs, hein, ces sociétés, hein, c'est des petites start-up et qui sont cotées en bourse. Hein, il faut juste le savoir, quoi. Luigi, là, Mirella me dit elle a été supprimée par l'hôte. Ah oui, c'est ça. Bah, pareil que Dominique, en fait. Mirella ou Sophie? Ah, c'est Sophie, pardon. D'accord. Bah, si elle revient, je la laisse entrer. Bon, attends, je vais lui téléphoner. Vous voulez discuter sur la 4e Oui. Je coupe le son, je vais essayer. Moi, je trouve qu'elle est très humoristique, celle-là aussi, quand même. Hein. Le fait, en fait, de donner un examen pour prévenir un examen, les dégâts d'un autre examen, ça rallonge une liste quand même impressionnante. En même temps, ça induit une réaction de la patiente en question quand même. Ouais. Ça rassure.
Bon. Alors, peut-être pendant que vous regardez la caricature, je vous fais passer un message en fait qui était venu. Juste une seconde, est-ce que c'est Sophie Anaya? C'est Sophie. Acadia, oui, c'est ça. Anaya? Okay. Acadia. Anaya. Parce que là, c'est Anaya que j'ai. Non, pas ça. D'accord. Non, elle a arrêté, là. Elle m'a dit ça marche pas. C'est marqué supprimé, vous avez été supprimé par l'autre. Ah oui. Bah, c'est-à-dire que là, j'essaie d'agir vite, j'en ai. Ben, aussi, Dominique, il n'a pas réussi. Ah. Bon, on va continuer, et puis peut-être la prochaine fois, on essaiera de ne pas se faire pirater. Peut-être, oui, ce qu'il faut dans ces cas-là, c'est, je sais pas, c'est changer de. C'est prendre une autre adresse, peut-être, une autre fois. Ah, moi, mon ordinateur, j'ai pris mon smartphone, mon ordinateur est complètement bloqué, il fait plein de bruit. Ah bon? Il faudra réfléchir. Voilà. La prochaine fois, ce qu'on peut faire, quand on met sur Facebook ou Twitter, en disant que pour avoir le lien qui demande à Cancer Rose, par exemple. En fait, ce qu'on a fait pour les webinaires, on n'a jamais eu ce problème-là, c'est qu'on demande une inscription à l'amont, en avant. Oui. Donc, à partir du moment où on demande une inscription, il n'y a pas de risque que ce problème arrive, quoi. Oui, il faudra peut-être. Bon, on réfléchira après entre nous. Vous avez fini de débriefer la quatrième? Non, on ne l'a pas vraiment débriefé. Ah, d'accord. Peut-être qu'il y a eu un effet de fatigue. Bon. Est-ce que quelqu'un veut réagir? Je ne la vois pas, alors si quelqu'un peut me la décrire. Wow. Qui veut la lire? Tu veux la lire, Cécile? Oui, alors c'est une dame qui se présente chez le médecin et le médecin lui parle, il lui dit « Madame Duchemol, je vous ai préparé vos ordonnances. Un traitement en prévention de la ménopause, une mammo en prévention des effets du traitement, un test génétique à cause du risque des mammos, un test psychologique pour prévenir à l'annonce du test génétique, un dépistage pour le côlon, le diabète, les corps aux pieds et la même chose pour vos 2 filles. Et 3 petites filles, vous pouvez y aller. » Donc, il y a une liasse de papier sur le bureau et on voit la dame qui sort de la salle de consultation, qui se retourne et qui balance tous les papiers dans la figure du médecin, d'un air mécontent. Voilà. Ah, ouais. Trop de médicalisation tue la médicalisation. C'est en gros. Et en plus, là, ça implique sa descendance. Ça implique pas. Oui, c'est ça. Exactement. Exactement. C'est ça. C'est peut-être ça qui l'a fait réagir. Peut-être, je ne sais pas. Ouais, je voulais juste dire après, donc, c'est par rapport à un article qu'a écrit Martin Winkler sur son blog L'école des soignants. Il a réagi par rapport à un journal féminin qui demandait d'aller voir son gynécologue une fois par an. Il a fait un article et finalement, en conclusion, en fait, au niveau dépistage chez une personne qui n'a rien, eh bien, il y a seulement le cancer du col de l'utérus avec un frottis tous les 3 ans à partir de l'âge de 25 ans jusqu'à 65 ans. Donc ça, c'est un examen de dépistage à faire. Et le deuxième examen de dépistage aujourd'hui, c'est dépistage par hémoculte du cancer du côlon pour l'homme et la femme de 50 à 74 ans. Et sinon, pendant toute votre vie, vous n'avez pas besoin de faire de prise de sang de dépistage, jamais, ni d'autres examens que ces 2 examens-là. C'est tout. Tout le reste est superflu. Tout ce que vous referez en plus est superflu. C'est quoi les 2? Donc le côlon et… Donc c'est hémoculte pour l'homme et la femme entre 50 et 74 ans, hémoculte tous les 2 ans, donc dépistage du cancer du côlon, et dépistage du cancer du col de l'utérus par un frottis entre 25 et 65 ans tous les 3 ans, mais il y a eu des nouvelles recommandations, c'est plus exactement ça, je crois que maintenant c'est même 5 ans. C'est tous les 5 ans. Voilà, donc voilà, et tout le reste est superflu. Voilà. Je suis d'accord.
Ils vont être au chômage alors, nos docteurs, s'ils font ça tous les 5 ans et ils vont être au chômage là. Bon, comme ça, ils pourront se consacrer au Covid et aux prochains virus qui vont venir. Et à vous écouter. Voilà. Et peut-être qu'ils vont écouter les patients et les patientes. Un bon médecin, c'est pas celui qui va prescrire un maximum de trucs. Le bon médecin, c'est celui qui a les malades les mieux portants en leur ayant fait le moins de choses possibles. Est-ce qu'on passe à la séquence suivante? C'est le film, c'est ça? Oui, ouais. Oui. De l'autre côté de l'océan, à Toronto, au Canada, Patricia, elle aussi, a fait face à un diagnostic similaire. Dans la vie, parfois, on doit faire des choix. Et il y a souvent 2 voies possibles. Moi, j'ai choisi le sentier étroit par rapport à la grande route nationale. Les médecins l'auraient qualifié d'impasse. Mais moi, ça m'a conduit vers des belles choses. Et je ne l'ai jamais regretté. En 2005, après une mammographie de dépistage et une biopsie, son chirurgien lui annonce, comme à Monique, des lésions précancéreuses. Il m'a dit qu'ils avaient diagnostiqué un carcinome in situ suite à la biopsie. Il devait disparaître. Nous devons opérer, m'a-t-il dit. J'ai demandé quel est le risque que ça devienne un vrai cancer. Il m'a dit 30%. J'ai répondu, c'est pas trop mal. Il était surpris. Et là, j'ai dit que je voulais un deuxième avis. J'avais la certitude que je ne voulais pas être transformée en patiente. J'arrêtais pas de me dire, je ne suis pas malade, je ne veux pas qu'on me rende malade. Contre l'avis de plusieurs médecins, Patricia refuse l'opération. Cette infirmière rebelle, alors âgée de 66 ans, assume le risque de vivre avec des lésions précancéreuses dans son sein. Cette force de dire non, cette liberté d'esprit, est la même qui l'avait poussée, quelques années auparavant, à prendre la mer sur un voilier avec son mari. Je crois que naviguer à travers le monde nous a isolés du reste de la société et nous a tenus à l'écart de la vie normale. Ça nous a rendus indépendants et nous a donné la force d'assumer notre personnalité. Quand on est là-bas sur l'océan, on ne peut compter que sur nous-mêmes et sur notre façon de gérer les éléments naturels. Mon mari disait toujours, on ne peut pas discuter avec Mère Nature, on doit juste tenir bon, faire face aux intempéries, aux orages. Personne n'est là pour vous sauver. Patricia ne s'en est pas remise qu'à la Providence. Elle a surfé sur Internet, lu des études, contacté des chercheurs. Désavouée par ses médecins, elle s'est forgée sa propre opinion tout en se fixant une limite. Je crois qu'à cette époque-là, je me suis dit que j'allais observer et attendre. Bien sûr, si je devais sentir une boule dans mon sein, j'irais immédiatement voir un médecin pour voir si ce n'est pas un cancer. Et si c'était un cancer, alors je suivrais des traitements. Mais je crois que le carcinome in situ n'est pas un cancer, c'est un pré-cancer. C'est juste des cellules qui commencent à s'altérer. Et apparemment, d'après mes lectures, je crois que le processus peut s'arrêter. Pendant des années, elle vit sans se soucier de son carcinome in situ. Il y a 3 ans, mon médecin m'a convaincue d'aller faire une autre biopsie. J'y suis allée et les résultats étaient négatifs. Il n'y avait plus de carcinome in situ. Ces lésions précancéreuses ont disparu spontanément. Patricia est-elle l'exception qui confirme la règle? Elle a choisi de ne rien tenter, tandis que Monique, elle, se fait opérer. Alors, y a-t-il urgence au diagnostic précoce? A-t-il un effet sur la mortalité? C'est un documentaire qui est accessible par Internet ou sur le site de Cécile, en fait, un documentaire de Colline Tison
au nom de tous les saints. Et d'après ce que j'ai entendu, il avait fait la polémique et il n'a pas pu être rediffusé, c'est ça? C'est ça. Donc, elle a proposé d'autres sujets. Elle a plus jamais pu proposer d'autres sujets aux chaînes. Ça a déclenché une grosse polémique, ce film. Et donc, effectivement, on ne peut pas le retrouver dans les archives de France 5. Donc, elle a été contrainte de le mettre sur Vimeo. Et encore maintenant sur Vimeo. Avant, c'était un accès libre. Et puis maintenant, il faut se connecter par Gmail ou il faut s'inscrire. Donc, vraiment, il y a mis beaucoup de bâtons dans les roues pour la diffusion libre de ce film. Ouais, on peut dire ça. Tu vois, ça ramène quand même, parce que en fait, ça ramène quand même à la personnalité de chacun, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont... et nous, on n'a pas d'autre ambition que de ça, hein, c'est de laisser chacun choisir librement pour peu qu'il ait les informations. Voilà. Il faut laisser l'information libre, mais ça, c'est loin d'être le cas. Hein. Ça, c'est sûr qu'il y a, il y a des velléités de censure ou d'autocensure de journalistes qui ne diffusent pas les sujets, quoi, hein. Ça, c'est quelque chose qu'on a vécu, nous, hein, dans le groupe. Hein. C'est des interviews qui ne sont jamais passées. J'ai eu une intervieweuse de M6 qui m'a tenu la jambe une heure durant pour m'interviewer, hein, à 7h du matin. Je me suis levée exprès, je lui ai envoyé plein de documents et puis elle m'a rappelé, sa rédac chef a mis un veto et le sujet n'est pas passé. Hein. C'est aussi simple que ça. Donc, on part de loin. Hein. Pourtant, c'est comme les médicaments. Les médicaments, vous avez la fiche avec tous les effets secondaires. Je ne vois pas pourquoi les dispositifs de dépistage, on ne peut pas avoir la même chose, quoi. Après, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Ils sont maîtres de leur santé. Ouais. Je voulais demander quel est l'intérêt de se faire les palpations tous les mois. Parce qu'une fois qu'on arrive à toucher le cancer, c'est qu'il est déjà gros comme une noix. Moi, à 5 mm, je n'aurais pas pu le toucher même si je m'étais palpé tous les mois. Oui, mais la question, Madame Marx, est-ce qu'il y avait une utilité à vous le trouver? C'est ça qu'il faut… moi, j'ai toujours un peu du mal à discuter avec des dames qui sont… D'ailleurs, en pratique, je ne le fais pas, qui sont convaincues qu'elles ont été sauvées et que le dépistage a été bénéfique, parce que je trouve ça cruel. Il y a une certaine cruauté à vous expliquer que peut-être on aurait mieux fait de ne pas le trouver. Et plus la lésion est petite, vous me dites 5 mm, et plus on est quasi sûr que c'est un surdiagnostic. Le problème, c'est qu'il faut vous départir de la logique petit égale tôt, et pris à temps, hein, ce qu'on vous a inculqué, et gros égale péjoratif et trop tard. Alors ça, c'était l'objet d'un précédent webinaire, mais vous pouvez trouver ces explications sur le site, dans les vidéos qu'on a faites. Petit, ça veut dire que c'est un cancer qui a un temps de séjour très long dans le sein et qui est souvent très peu agressif, voire pas du tout agressif. Et plus vous faites des dépistages, plus vous avez de la chance de tomber dessus, puisque ce cancer, il est tranquille, il n'évolue pas, il reste là, et vous le trouverez au moment du diagnostic petit, parce qu'il n'a pas de velléité de grossir. C'est un cancer qui n'a pas un potentiel agressif. Les gros cancers, ce qu'on appelle les gros cancers, qui se développent souvent en très peu de temps, ils sont gros au moment du diagnostic, non pas parce que la femme, elle ne l'a pas trouvé, mais parce que c'est des cancers qui ont un potentiel d'emblée extrêmement méchant, et qui ont un potentiel agressif et une vélocité importante. Donc, ils sont gros parce qu'ils se sont développés en quelques semaines ou en quelques mois. Et ce dépistage-là, il ne sert à rien. Vous pouvez dépister autant que vous voulez. Un cancer comme ça qui fait 3 ou 4 cm, on le palpe à 3 ou 4 cm parce qu'il s'est développé tout d'un coup. Et tout d'un coup, il est à 4 cm. Il n'est pas passé suffisamment longtemps par 1 cm, par 2 cm, par 2,5 cm que la femme, elle ait eu l'opportunité de le palper. Et c'est ça le problème. Et quand on fait la comparaison entre les groupes de femmes dépistées et non dépistées, on se rend compte que la mortalité, les taux de mortalité sont les mêmes. Mais pourquoi? Et pourquoi ils sont les mêmes? Et pourquoi on a toujours 11 à 12 000 décès par cancer du sein par an? Parce que justement, ces cancers-là, qui sont très véloces et qui sont agressifs, on n'a pas réussi à les réduire.
Et c'est ça qu'on voulait. Si le dépistage était efficient, le fait de récupérer de plus en plus petits nodules ferait que les gros nodules, les gros cancers diminueraient. Or, ce n'est pas ce qu'on constate. Donc, on se rend compte que plus on suropère tout un tas de petits nodules, on ne règle pas le problème du cancer. On n'arrive pas à bout. Ces gros cancers, comme vous dites, ils sont toujours présents. En revanche, les surdiagnostics, les femmes qui ont été opérées de façon excédentaire par rapport au groupe non dépisté, le sont aussi inutilement, puisqu'on n'a pas les taux de mortalité sont les mêmes entre les deux groupes. Donc quand on vous dit on l'a pris à temps, ça veut rien dire. C'est ça, mais je trouve que c'est un peu cruel de vous l'expliquer, puisqu'on vous a expliqué qu'on vous a sauvé la vie. Bon, moi, je ne veux pas non plus casser une opinion qui vous fait chaud au cœur, peut-être qui vous conforte, voyez. Mais objectivement, je ne suis pas sûre qu'on puisse vous dire qu'on vous a sauvé la vie. On n'en sait rien. Peut-être que oui, mais quand vous regardez, effectivement, quand vous mettez en route la pensée probabiliste, vous vous rendez compte que vous avez beaucoup plus de chances, de probabilité d'avoir un surdiagnostic en l'occurrence. Et quand on vous dit que maintenant l'histoire est finie, non, elle n'est pas finie. Vous ne savez pas effectivement si récidive il va y avoir, vous ne savez pas si vous allez souffrir des effets secondaires du traitement. Vous voyez, c'est cruel à dire tout ça, c'est difficile à dire ça à une patiente. C'est pour ça que j'ai un peu des réticences à vous dire ça. Mais en vrai, les faits, c'est ça. Vous voyez? J'ai foutu un froid là. Non, mais il faut dire religieusement. Non, il faut dire les choses comme elles sont. Oui, la donne, c'est ça. C'est que le dépistage a raté, il a failli. On n'a pas diminué la mortalité. On n'a pas diminué le pool des cancers graves. Mais on a fabriqué du surdiagnostic. C'est-à-dire qu'on suropère, on surtraite des femmes qu'on aurait dû laisser tranquilles. L'objectif, ce n'est pas de faire des petits traitements minorés chez des femmes chez qui on a réussi à trouver une lésion petite. L'objectif de la santé publique, c'est de ne rien faire du tout à des gens qui n'auraient jamais dû être touchés, qui n'auraient jamais dû avoir de traitement. C'est ça l'enjeu, le véritable enjeu. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y ait pas eu de suite à la concertation citoyenne, en fait. La concertation citoyenne n'a pas plu aux autorités. Donc, ce qu'il y a eu là maintenant, il y a eu une consultation citoyenne. Et la consultation citoyenne, elle a débouché sur 2 items qui sont catastrophiques et qui ont été ancrés dans la stratégie décennale de lutte contre les cancers, donc le plan cancer 2021-2030. C'est premièrement de proposer des incitations financières aux femmes pour les inciter. Donc, on achète leur consentement. Ça, c'est une des propositions qui est dans la stratégie décennale. Et le deuxième item, c'est de faire un CSA de la santé, de lutter contre les fake news. Et la controverse du cancer du sein a été incluse par l'Institut national du cancer dans les fake news. Il faut le savoir. Donc, moi, je suis invitée au prochain congrès à Calgary de Preventing Overdiagnosis et je vais faire partie d'un panel de réflexion. Ce sont vraiment des scientifiques étrangers qui m'ont invitée. Donc, il y a des Canadiens dedans, des Américains et tout, qui ne comprennent pas, qui suivent ça, puisqu'on tweet et tout ça, qui ne comprennent pas. Ils m'ont demandé, mais pourquoi dans un pays des Lumières, dit des Lumières, où il y a eu une concertation citoyenne, ce qui arrive pas dans d'autres pays, où la concertation citoyenne a demandé l'arrêt de ce dépistage, ou minimum une bonne information des femmes. Pourquoi on en arrive à une situation où l'Institut national du cancer et les autorités sanitaires demandent à ce qu'on donne des incitations financières à des femmes et d'un autre côté censure, il n'y a pas d'autre mot, censorship, c'est ce qu'ils m'ont marqué dans le mail, censure la bonne information qui est en cours dans plein d'autres pays. Même le petit pays, la Belgique, qui est à côté de nous, les femmes ont des flyers, ont une information. Et ils m'ont posé cette question et ils m'ont invité à participer à ce congrès auquel je vais aller au mois de juin. Mais je n'ai pas la réponse. Comment ça se fait qu'on arrive à une situation dans notre pays qui est le pays de la contestation, de la concertation, où le peuple a le droit de parler? Comment on en arrive à inscrire dans le plan décennal le consentement acheté et de l'autre côté la censure de l'information équilibrée? Comment on en arrive ça?
Tu peux faire une étude statistique parce qu'il y a eu la même chose sur la vaccination, il y a eu la même chose sur les trucs, sur les concertations sur l'écologie. À chaque fois, on demande à la population et en fait, on n'écoute pas ce que dit la population. Sur l'Europe, tu fais une étude statistique là-dessus en France, tu vas voir que globalement, c'est toujours, enfin, c'est pas toujours, mais majoritairement, c'est le cas. C'est-à-dire dans ce pays, on s'assied sur les concertations. Ouais. Et pourtant, on est soi-disant les pays des Lumières et des droits de l'homme. Voilà, des droits de l'homme. Ils m'ont dit, mais vous êtes le pays de la Révolution française. Alors, la Révolution française, comment on en arrive là? Ben, je vais me creuser la tête parce que je ne sais pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi. Je ne sais pas. Si vous avez des idées, je suis preneuse. Les faits, rien que les faits. Les idées, c'est quand même c'est le lobbying en fait. C'est parce que c'est. Mais il existe ailleurs, en Amérique. Non, le surdiagnostic aux États-Unis, ça rapporte le surdiagnostic dans le cancer du sein aux États-Unis, donc dans le documentaire de Gilles Vreubel, donc, qui est sur ton site, c'est 4 milliards de dollars par an. Ben, ça signifie quelque chose quand même. Oui. Oui, mais c'est pas le pays des Lumières. Par exemple, de ce que j'ai compris, c'est que on est allé vers ça aux États-Unis, c'est-à-dire aux États-Unis, on est allé vers une information éclairée, et puis on est allé pour arrêter le dépistage. Et ce que j'ai compris, je ne sais plus exactement de comment j'ai su ça, mais en fait, il y a eu des associations de patientes qui ont demandé à recommencer le dépistage de mammographie aux États-Unis. Et c'est sous la pression des associations, donc qui avaient été infiltrées par du lobbying, que la mammographie de dépistage a recommencé aux États-Unis. C'est ça. C'est tout à fait ça. Donc là on est impuissants. Hein. Nous, on est des petits groupuscules, on n'a pas les moyens. C'est pour ça, moi, à part informer les femmes, donner de l'information loyale, on ne peut rien faire d'autre. Oui, et il y a une grosse différence entre les associations de malades aux États-Unis et dans les pays anglo-saxons et les associations de malades ici. J'ai une toute petite expérience sur les maladies rares. Et sur la même maladie rare dans le monde, une association française est, je ne vais pas dire complètement indépendante, mais en tous les cas, est éclairée intelligemment par les spécialistes qui donnent de leur temps, qui font des cours, quasiment des cours de statistiques. Par exemple, j'ai assisté, moi, sur les maladies de peau, à des cours de statistiques un samedi matin par le grand ponte de cette maladie. Très difficile à suivre, mais les patients étaient demandeurs et posaient des questions et donc avaient une vraie information sur ce qu'on a évoqué, les incertitudes, la probabilité, etc. Et quand on a voulu faire avec mon jeune collègue, enfin pas si jeune que ça maintenant, mais Yannick Le Hénaf, faire une comparaison entre les associations de malades aux États-Unis et les pays anglo-saxons sur la même maladie, on s'est rendu compte, là, ce que dit Jean-Michel, c'est-à-dire le poids le financement direct de la pharmacie, en fait, de la chimie, hein, de l'industrie chimique, sur les associations de malades. Ça, c'était une première remarque. Et une deuxième remarque socio-historique, comme je travaille beaucoup sur la peau et les maladies de peau, pas que sur les maladies de peau, mais sur les questions de peau, il y a un très bel ouvrage de socio-histoire de Judith Reinhorn qui montre, qui a travaillé sur le blanc de Cérus, c'est-à-dire le blanc de plomb, le plomb quoi, utilisé au 19e siècle. Et elle montre très bien l'inertie entre la connaissance de la toxicité du blanc de plomb vers 1853 de mémoire, et pendant des décennies, jusqu'en 1920-23, je ne sais plus, 25, les résistances de différents acteurs. Alors, par exemple, les comités de salubrité publique étaient noyautés par des industries chimiques, première chose. Mais pire que ça, les syndicats de travailleurs qui se sont mis en place à la fin du 19e siècle défendaient plutôt les salaires, la revalorisation des salaires, plutôt que la protection des travailleurs. Et ils ont participé d'une manière indirecte, mais quand même efficace, à la sous-estimation des risques pris des ouvriers.
Et c'est un vrai scandale, hein, puisque les ouvriers mouraient véritablement. Et c'était constaté par des médecins qui étaient financés par les industriels. Bref, tout était vérolé au niveau de la représentativité, entre guillemets, des acteurs principaux au niveau national. Donc, c'est intéressant la socio-histoire pour ça, parce que ça permet justement de ne pas être dans le show de l'actualité et de se rendre compte qu'en fait, il y a eu des scandales incroyables qui ont pu, des inerties qui ont pu se maintenir pendant 80 ans, par exemple, pour cet exemple-là. Donc, entre nous, malgré tous vos efforts, vous verrez peut-être de votre vivant quelques modestes avancées, mais pas grand-chose en fait. Non, non. Non, je ne me fais pas d'illusions. Hein. Alors justement, par rapport à ce qui vient d'être dit, et peut-être Cécile, tu pourrais te servir de ça en fait. Enfin, en tout cas, donc c'est le cours de Didier Fassin au Collège de France en fait. Et donc, il refait donc toute l'histoire du saturnisme et donc le problème du plomb dans les peintures en fait. Et il décrit vraiment tous les acteurs, tout ce qui a fait, enfin les autorités qui ont fait semblant de ne pas voir, etc. Donc il y a toute l'histoire et c'est très très bien fait, mais c'est une précision chirurgicale de l'histoire en fait, sur plusieurs décennies, et ça vaut vraiment le coup d'écouter son cours. Voilà. Tout à fait, c'est la même veine. Hein, oui, je suppose. Hein, c'est parce que... D'accord. Peut-être que nous allons aller vers la conclusion, parce que même si nous avons été un petit peu parasités, dépassons le temps. Peut-être quelques mots pour les étudiants en médecine, Jean-Michel. Donc, c'est un petit questionnaire hein, sur la 3e rencontre. Vous voyez, si vous avez appris et si en fait vous avez quelque chose vous a interpellé, vous avez une question qui nous permettra de construire la ou les prochaines séances, puisqu'on a prévu d'en faire 11 entre octobre 2021 et octobre 2022, donc jusqu'à septembre. Et donc voilà, ça nous aidera. Pour y accéder, dans la zone texte, je vous ai envoyé le lien dans la zone texte. Ah, d'accord. Et peut-être dire que pour les étudiants en médecine de l'Université Côte d'Azur, en fait, vous pouvez demander une attestation, hein, parce que l'Association de la médecine et la culture, convention avec le département d'enseignement et de recherche de médecine générale, qui fait que en fait, ça vous donne deux crédits complémentaires, en fait. Enfin, voilà. Ça, vous allez sur le site de Cancer Rose, vous allez à Contact. Vous nous écrivez, on vous envoie une attestation de la Maison de la médecine et de la culture comme quoi vous avez participé à ce webinaire. Et puis aussi, vous pouvez aussi écrire, si vous voulez qu'on discute de certains, comme avec monsieur le sociologue. Nous, on travaille beaucoup sur le financement des associations de patients, par exemple. C'est intéressant, ça. Intéressant, oui. Par exemple, le dernier congrès, j'ai été le congrès de la Haute Autorité de Santé. C'était sur les savoirs expérientiels. Il y a 3 associations qui ont été présentées. Et les 3 associations, j'étais à côté d'un médecin de prescrire. Il disait que c'est les 3 associations qui ramassent le plus de budget par l'industrie pharmaceutique. Donc, on a parlé de la problématique en Amérique du Nord, mais en France, ça existe aussi, quoi. Donc, c'est pas moi qui le dis, hein, c'était le médecin de prescrire qui a publié des articles de temps en temps sur le sujet. Qui est la seule revue totalement indépendante en France qui est financée par ses lecteurs, quoi.